Bonjour à tous, bonjour Olivia. Bienvenue dans ce 10e épisode de Dessous de la voile saison 2, et oui déjà, le podcast qui parle de voile mais pas comme les autres. Et c'est notre dernier numéro avant la rentrée et on se donnera rendez-vous fin août. Salut Anne, salut à tous. Ça sent les vacances et le repos bien mérité pour tout le monde. Alors où que vous soyez, sur le sable chaud, sous un arbre à l'ombre, sur le pont d'un bateau, à la montagne ou dans le train en partance, nous sommes avec vous le temps d'une demi-heure pour encore beaucoup de découvertes et d'infos. Alors pour ce 10e épisode de la saison 2, nous avons le plaisir de partager avec vous une interview vraiment chouette avec Denis Hugues, le directeur de course de la Mini Transat. Oui, cette course en solitaire sur les plus petits bateaux de la course au large, 6,50 m de long, sans moyen de communication autre que la VHF. La Mini Transat s'élancera le 24 septembre prochain des Sables d'Olonne pour rallier Santa Cruz de la Palma aux Canaries, puis Saint-François en Guadeloupe. Une course qui rencontre un succès incroyable avec déjà 90 bateaux inscrits et 33 autres sur liste d'attente. Mais qui est donc Denis Hugues, Anne, avant de l'écouter ? Denis est directeur de course de la Mini Transat depuis plus de 20 ans. Pour moi, il reste le garant de ce qu'est la course au large, c'est-à-dire authentique et empreint de liberté. Je n'en dis pas plus car il faut l'écouter, lui qui reste un homme de l'ombre et qu'on a envie d'entendre tant il a des choses à raconter. Bonjour Denis, on est vraiment content de t'avoir dans les dessous de la voile car pour nous, tu représentes la philosophie et l'authenticité de la course au large. D'ailleurs, en ce moment, je crois que tu es en pleine course avec les classes 40, puisque tu es directeur de course des Sables, Horta, les Sables. Et on a donc 14 duos qui sont encore en course, qui sont partis dimanche dernier de Horta pour revenir aux Sables. Comment ça se passe ? Bonjour. Oui, ça se passe très bien. Là, ils ont eu un petit passage de front hier après-midi, donc ça a un petit peu humide pour eux, mais bon, là, ils sont repartis, ils vont chercher la bascule de nord-ouest, et puis du coup, ils sont montés assez nord, ils vont redescendre le long des côtes bretonnes pour arriver au Sable d'Olonne, on pense le 13 au matin, quoi, très tôt. Denis, ça fait plus de 30 ans que tu suis et que tu es impliqué dans la Mini Transat. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es tombé dedans ? Oh, ben, oui, tout à fait, un peu par hasard, en fait. Moi, j'étais plutôt un croisiériste, entre guillemets. Et un jour, je suis tombé au salon nautique. À l'époque, c'était à la Défense, sur une espèce de Uberlu qui m'a dit: est-ce que tu veux faire la Mini? Je savais même pas ce que c'était. Et puis au salon, faut jamais dire non parce que de toute façon, en général, ça s'écrème tout de suite après le salon. Ça redescend vite comme un petit soufflé, quoi. Donc, et puis c'est accroché. Et puis donc du coup, j'ai essayé de voir un peu ce que c'était. Et à l'époque, on pouvait encore courir en double. Donc du coup, j'ai eu une première expérience en 87 sur un bateau de pré-série avec donc Jack Vio et donc on a couru, on a fait la première étape et on a coulé sur la deuxième étape. Voilà. Donc après, j'ai voulu persévérer quand même à la suite un peu d'un pari à La Rochelle et donc je me suis inscrit en solitaire en 91. Voilà. Alors, en fait, après 91, il y a eu donc le salon nautique 91, donc début 92. Jean-Luc Garnier, qui était l'organisateur de la Mini, nous avait déjà dit avant la Mini Transat qu'il allait lâcher l'affaire. Et donc, c'est Dominique Bourgeois qui est devenu président et qui m'a demandé d'être dans le bureau et d'être vice-président. Et en fait, ce qu'on n'avait pas vu, c'est qu'il y avait quand même pas mal de trous dans les comptes. Et donc, Dominique un bon petit commerçant a préféré démissionner de son poste de président. C'est comme ça que je suis devenu président de Voile 650 à l'époque. Donc, on a commencé à organiser des courses en 92, notamment le Mini Fastnet, et la Mini Transat en 93, qui a été quand même une Mini Transat très très difficile. Et donc, après 93, on a décidé de dissocier les courses que Voile 50 organisait et les coureurs et le calendrier, parce qu'en fait, Voile 50 organisait la Mini, mais elle dispatchait aussi les courses et compagnie, et donc c'était compliqué, il y avait un double jeu avec les organisateurs extérieurs, et donc on a créé la classe Mini, et Voile 50 était resté pour organiser la Mini Transat. Et après, c'était parti, quoi. Donc, moi, j'ai participé, j'étais organisateur de la Mini en 93, 95 et 97. Et j'ai arrêté en 99. Et en 2001, c'est le Grand Pavois, organisation qui avait récupéré l'organisation de la Mini.
Et un jour, Christophe Vieux m'a appelé en me demandant si je voulais pas être directeur de course. Moi, ça me plaisait bien, ça me dégageait du tout côté. Bon, je suis pas un homme très, d'abord, je cherche pas à être très médiatique, je cherche pas à être très consensuel, donc ça me dégageait cette obligation de faire un petit peu des courbettes à tout le monde, qu'on est obligé de faire quand on est organisateur. Donc, moi, je ne que de la partie technique et ça me convenait très bien, quoi. Et voilà, c'est comme ça que je suis devenu directeur de course. Après, bien plus tard, en 2006, il y a la Fédération française de voile a décidé de créer une commission des directeurs de course, mais bon, ça c'est parce que la Fédé voulait récupérer un peu de choses, quoi, voilà. Sachant que la course au large, ça a jamais été la Fédé qui l'a inventé, c'est les marins qui ont inventé la course au large au départ. Donc maintenant, on est un sport fédéral et on a des arbitres. Alors on dit que c'est une école incroyablement difficile, mais très formatrice pour tous les navigateurs qui veulent faire de l'IMOCA, du classe 40 par exemple. Et pourtant, la Mini Transat attire à chaque édition de plus en plus de monde, t'obligeant à établir une liste d'attente. C'est quoi la recette de ce succès? Bah, je crois que c'est parce que les gens veulent s'évader un peu, hein. Faut bien voir que sur la Mini Transat, il y en a peut-être 10 qui vont rester dans le circuit à semi-professionnel, mais il y en a au moins 50% qui vont repartir vers leur activité professionnelle. Donc c'est une parenthèse dans leur vie où ils veulent faire un rêve. Traverser l'Atlantique en solitaire sur un bateau de 6,50 m, c'est pas anodin. Donc ils se plient relativement bien à la règle de fait que c'est vraiment la seule transatlantique qui reste sans assistance extérieure. C'est-à-dire que les concurrents ont juste une VHF, hein. Donc ça a une portée de suivant l'installation des bateaux entre 1 et 10 000. Et donc ils sont vraiment en solitaire. Et c'est ça qui est la force, je pense, de la Mini. On apprend vraiment à se débrouiller tout seul. C'est-à-dire que là, on peut crier, on peut pleurer. Il n'y a personne qui va venir vous aider, à part en cas de vraiment de gros problèmes où nous, on met en place des bateaux accompagnateurs qu'on détourne pour aller voir si il y a un problème, si le concurrent peut le gérer ou pas. Mais le but de l'organisation, c'est d'amener le maximum de concurrents de l'autre côté en Guadeloupe. Pourtant, la place de port est pas toujours facile, pour ils aillent au bout de leur rêve, entre guillemets, quoi. Alors la moyenne d'âge des concurrents est plutôt jeune, hein, et d'ailleurs ils sont souvent très connectés. Est-ce que tu sens une envie de leur part de changer les choses justement au niveau de la communication? C'est globalement complètement accepté. Il y a toujours un petit pourcentage de concurrents qui a du mal à comprendre pourquoi on communique pas. Et en fait, souvent à l'arrivée, ils viennent nous voir en disant bah, c'était génial parce que justement, dès que j'ai mon téléphone, je passe mon temps dessus. Moi, j'ai un souvenir d'une course les sables, les Açores les sables, où le bateau accompagnateur qui emmenait tous les téléphones, parce que nous on peut pas les emmener en avion, hein. Quand on a 70 téléphones en avion, ça paraît un peu louche pour les autorités, donc on a du mal à prendre l'avion. Et donc on le fait, on les fait emmener par les bateaux accompagnateurs. Et le bateau accompagnateur, il a eu pas mal de travail, on a tourné sur pas mal de bateaux, et les concurrents se sont retrouvés 5 jours sans téléphone. Et en fait, au début, ça râlait beaucoup parce qu'ils voulaient ils voulaient téléphoner à leur coach, à leur femme, à leurs copines, à leurs enfants. Et puis au bout de 5 jours, ils sont venus nous voir, on dit, mais en fait, c'était génial parce que du coup, on a appris à connaître les gens, à discuter avec les gens, et on s'est un peu sorti de tout ça, quoi. Donc c'est très bien. Le statut de la Mini a toujours été un bateau, un homme ou une femme et l'océan. Quels sont les plus grands changements que tu as vus sur ce circuit? Bon, bah, les grands changements, il y a d'abord eu le GPS, hein, dans un premier temps, parce que jusqu'en 95, 97, on courait avec le sextant. Donc effectivement, c'était toujours un peu compliqué. Alors c'est vrai, quand on arrivait à voir l'île sur laquelle on devait atterrir, on était très très content. Ensuite, il y a eu l'architecture des bateaux, hein, notamment en prototype, qui a beaucoup évolué, hein. Après, si on regarde un petit peu en arrière, quand on voit en 79 comme quand Smith est arrivé sur la Mini, il y avait déjà des ballasts, il y avait déjà un bout dehors. Donc c'est une évolution en permanence. Voilà, donc là maintenant, on voit quand même qu'il y a beaucoup de bateaux de série, hein. Pendant une période, il fallait qu'on se batte pour mettre des bateaux de série. Là maintenant, il faut qu'on se batte pour avoir des prototypes. Alors cette année, il y a pas mal de nouveaux prototypes, mais c'est vrai que les coûts sont devenus quand même assez élevés.
Ce qui est assez dingue maintenant, c'est que on peut acheter un bateau de série d'occasion plus cher qu'un bateau neuf. C'est ça qui est incroyable, c'est comme des Ferrari, quoi. Parce que il y a un calendrier qui est très très chargé. Les concurrents, ils veulent absolument essayer de faire la Mini en 2 ans, ce qui pratiquement n'est plus possible en bateau de série. Et donc, du coup, ils préfèrent acheter un bateau neuf. Et les propriétaires de bateaux d'occasion, pardon, les propriétaires de bateaux de série, ils le savent très bien. Donc, ils le vendent plus cher. Voilà. Et là, il y a quand même une inflation de coûts qui pose question. Mais bon, pour l'instant, personne ne se pose vraiment la question dans la mesure où on a trop de concurrents. On a des listes d'attente de 70 bateaux sur la Mini Transat. On pourrait pratiquement faire 2 courses. Sauf que on sait très bien qu'il y en a qui s'inscrivent. Et comme c'est pas un sport professionnel, il y en a beaucoup qui vont arrêter en cours de route pour des raisons professionnelles, justement, pour des raisons familiales, pour d'autres raisons de voyage qu'ils ont prévu autrement. Donc, du coup, finalement, on n'en laisse peut-être pas tant que ça sur le ponton au départ, quoi. D'ailleurs, le temps de course depuis 20 ans a dû largement diminuer, j'imagine, avec ces nouveaux prototypes. De combien, d'après toi, Denis? Bah, aujourd'hui, entre l'escale et la Guadeloupe, hein, qui est une traversée atlantique, les bateaux mettent 12 jours, 13 jours. Ils en mettaient 23, 24, 25, donc c'est pas divisé par deux au moins, quoi. Mais les bateaux Ouais, sont plus rapides, hein, c'est quand même des kartings bien sûr. surmotorisés, au portant. Maintenant, c'est quand même, quand on voit tous les Nérons, c'est quand même David Raison qui les a amenés en 650. Moi, je me rappelle très bien que j'ai vu à La Rochelle, Mm. que le bateau était tellement laid qu'il pouvait pas avancer, que ça allait être une C'est péniche vrai. sur l'eau. Et quand on l'a vu sur la ligne de départ, en train de regarder, de viser le vent et tout, il allait 2 nœuds plus vite que tout le monde. On s'est dit, oh là, il va se passer quelque chose. Clairement, heureusement, cette année-là, il a tout cassé. Donc, mais il avait déjà prouvé que ça fonctionnait. Et maintenant, on voit sur les classes Ouais, 40 qu'ils coupent les anciens bateaux qu'on appelle nez pointu, ils leur coupent le nez pour les arrondir. Tous les nouveaux bateaux sont en airon. ouais, En IMOCA, on commence à le voir aussi. Donc, c'est vraiment ouais. c'est la recherche de la performance. Donc, je crois que David Raison a eu le nez de le faire. Après, j'ai entendu plein d'architectes qui disent Ouais. ah oui, mais nous, on y avait pensé aussi, évidemment. Donc, il a essuyé les plâtres, hein, David, parce que c'était un bateau. Pour que ça fonctionne bien, le SCO, il faut qu'il soit léger par rapport à sa taille. Et donc, il a essuyé les plâtres, mais maintenant, c'est des bateaux qui marchent très bien. Et on le voit sur la Mini. Sur les feuilles, je serais un peu plus réservé. Alors, peut-être parce que je suis de la vieille génération, hein, mais je pense que les foils, ça peut marcher dans certaines conditions. Par contre, dans la mer, pour une traversée l'Atlantique, je pense pas que ça marchera très longtemps. Parce que les bateaux sont pas Mm. grands, hein, et quand on voit les fetch de houle, le foiler 6,50 m, il est vite au fond du trou, et je vois pas comment il peut se sustenter suffisamment Mm. pour sortir sans taper dans la mer, quoi. Voilà. Après, moi, je suis pas ingénieur, hein. On parle souvent de l'esprit mini. Et c'est quoi l'esprit mini, tu nous dis? Ah, bah, ça, je sais pas si on peut le définir. Je crois il se passe quelque chose quand même sur les coureurs qui font la Mini, entre eux. Surtout entre eux. C'est-à-dire que c'est pas la guerre, c'est pas la tension, c'est pas regarder le concurrent en disant il va tricher. Pendant un moment, en Figaro, c'était quand même comme ça. Mm. Dès qu'il se passait quelque chose sur la Figaro, tout le monde était autour pour voir où est-ce qu'il avait Mm. triché. En Mini, les coureurs, ils sont pas du tout là-dedans. On se prête la ponceuse, la perceuse, le déshumidificateur. Éventuellement, on se donne des conseils pour restrater une pièce qui a cassé. Donc, je dirais, c'est un petit peu la solidarité des gens de mer qu'on doit avoir tout le temps. Et c'est ça qui perdure, et c'est ça qui fait l'esprit. Ils ont le sens de la fête, des fois un peu démesuré, mais ça fait aussi partie de la jeunesse, parce qu'il y a quand même pas mal de gens de moins de 35 ans, on va dire. Donc, ils en profitent et ils ont bien raison. Je pense à Tanguy le Turquet et Félix de Navacelle, ils ont fait la Mini ensemble. Il y en a plein d'autres, hein, des cas comme ça, on en voit Mm. plein. Et oui, effectivement, il y a des amitiés qui se créent, il y a des affinités aussi, mais globalement, il n'y a pas Ouais. d'ennemis. Il y a des adversaires sur l'eau, mais ils ne sont pas ennemis, quoi. C'est ça qui est Mm. important. Tu es également directeur de course de la Solo Maître Coq pour les Figaro, de la course Les Sables Horta pour les classes 40, de la 1000 des Sables pour les classes 40 aussi, des Ocean 50. As-tu envie de gérer des courses pour les IMOCA ou les Ultimes? Bon, j'ai eu envie à un moment donné, maintenant, je ne sais plus. D'abord parce qu'il y a tellement de pression médiatique, financière, institutionnelle,
que c'est pas ma manière de travailler. Moi, j'ai la chance d'avoir des organisateurs qui me sont fidèles, avec qui je travaille déjà depuis des années, qui me donnent les clés du PC course. Je fais en sorte qu'ils soient satisfaits, que les partenaires soient satisfaits, et à la fin de la course, je leur redonne les clés. Ça se passe très bien comme ça. Quand il y a un problème, je les avertis évidemment. Quand il y a des périodes de crise, on en parle aussi. Mais de là à pas pouvoir prendre une décision sans avoir le partenaire institutionnel qui veut faire sa conférence de presse, c'est pas ma manière de travailler, quoi. Donc je postule pas. Et puis on est peut-être une quinzaine de directeurs de course à pouvoir à peu près faire toutes les courses, hein, sincèrement. Donc on cherche pas à empiéter sur le domaine des autres, quoi. Et ça se passe très bien comme ça. Qu'est-ce qui t'anime dans ton métier de directeur de course? Ce qui m'anime, c'est que c'est jamais pareil, c'est que on dépense des milliards d'euros pour la météo et elle donne jamais les bonnes prévisions. Et c'est qu'il y a toujours un jeu à faire, il y a toujours quelque chose à sortir. Les bateaux évoluent, les coureurs changent aussi. C'est pas du tout un travail routinier, c'est à chaque fois complètement différent et ça c'est ça que je trouve génial, quoi. Est-ce que tu as une autre passion que la mer? Pas vraiment, non, pas vraiment. C'est vraiment la passion. Mais plus que la course, c'est la passion de la mer au départ, hein. Ouais. Moi, j'ai navigué beaucoup en croisière avant de faire de la course et de voir, il n'y a pas une vague qui se ressemble, il n'y a pas une vague qui est pareille, il n'y a pas une couleur d'eau qui est la même en fonction des nuages, de la météo, et ça c'est quelque chose de magique, quoi. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'on se dit toujours qu'on a un espace de liberté, alors qu'on est complètement emprisonné sur un bateau Ouais. qui fait entre 12 et 15 mètres maximum, et que si on sort du bateau, ben, ça devient difficile parce que quand on n'est pas super nageur, on peut vite quand même faire passer. Mais du coup, on est en prison dans cet espace de liberté. Voilà. Denis, si tu étais une édition de la Mini, tu serais laquelle et pourquoi? Moi, ce serait la mienne, hein, 91. C'est sûr, il y avait des bons, et j'ai eu un accueil à l'arrivée fantastique, dont je me souviendrai toute ma vie. Après, bon, il y a le côté de la mer qui fait pas de cadeaux, hein. On avait quand même Marie-Agnès Perron et Philippe Gurbert qui ont disparu en 91. Parce qu'on parle souvent de Marie-Agnès Perron, on parle pas toujours de Philippe Gurbert, mais enfin, c'était quand même deux disparus, donc c'était une minute dure avec des bons navigateurs. Bon, moi j'étais loin, mais bon, tant pis, hein. Je ne suis pas arrivé dernier, c'était le principal. Voilà. Alors Denis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah, que les courses se passent bien, parce que c'est le but du jeu. Quand je travaille sur les courses, c'est d'essayer d'amener le maximum de bateaux sur la ligne d'arrivée, quoi. Voilà. Quand on me demande mon favori, c'est en général le dernier. Voilà. Plus de 20 ans à la direction de course de la Mini Transat, l'histoire de Denis est vraiment étroitement liée à cette aventure qui compte en effet beaucoup d'amateurs et également de futurs pros de la course au large. Ce qui est dingue, c'est que l'esprit Mini demeure, malgré les sirènes de la communication, de plus en plus nombreuses et demandeuses en course au large, parfois trop, c'est vrai. C'est vraiment l'aventure, la Mini Transat. Denis, avec sa verve et son franc-parler, est le directeur de course idéal, à mon sens, pour cette course. En tout cas, moi j'ai adoré discuter avec lui. Eh ouais, moi aussi, j'ai beaucoup aimé échanger avec lui. C'est dingue de voir comment la Mini est prisée par ces jeunes navigateurs, ou jeunes d'ailleurs qui recherchent l'aventure. Cette course est dingue et il faut des personnes comme Denis pour garder cet esprit et surtout le faire perdurer. Place maintenant au coup de cœur et coup de gueule, et c'est toi, Olivia, qui t'y colle. Alors, premier coup de cœur pour Guillaume Pirouel et Alexis Loison sur leur Figaro Beneteau 3 Région Normandie, qui remportent le Tour de Bretagne devant Basile Bourgnon et Corentin Auro sur Edenred. Le duo mixte Charlotte Yvain et Loïs Béréard sur Massif complète le podium. Dans le même temps, se courait le Tour de France à la voile, course en équipage qui poursuit jusqu'à La Rochelle et se termine le 16 juillet. C'est une belle nouvelle, cette renaissance du Tour voile, mais j'ai trouvé que c'était difficile à comprendre et facile de s'en mêler les pinceaux quand deux courses se déroulent en même temps et qui plus est sur le même parcours et les mêmes escales. Alors, gros coup de cœur pour les franchises de l'équipe de France de voile olympique, en ce moment à Marseille pour le test event. À 1 an des Jeux olympiques, c'est la répétition générale pour toutes les nations sur le plan d'eau de la cité phocéenne. Régate, bien sûr, mais surtout études minutieuses du plan d'eau, des effets de site, de la variation du vent, des infrastructures en construction. Ce test event ne compte pas pour les qualifications aux Jeux, mais se montre indispensable pour la préparation des athlètes.
On aime aussi la bonne nouvelle pour Sébastien Simon, vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2018 et qui avait dû abandonner le dernier Vendée Globe. Sébastien vient de faire l'acquisition de l'IMOCA 11 Hour, récent vainqueur de The Ocean Race. L'entreprise Flamino devrait être le partenaire principal du Vendéen, comme annoncé en octobre dernier. Énorme coup de cœur pour la Rolex Fastnet Race, qui fête ses 50 ans, avec près de 500 équipages inscrits. Top départ le 22 juillet à Cowes, cap sur Cherbourg via le phare du Fastnet. Alors parmi les concurrents, beaucoup de multicoques avec 2 ultimes, SVR Lazartigue et Banque Populaire 11, 2 modes 70 et 8 Ocean 50. Il va y avoir du beau monde entre la Manche et la mer Celtique. Enfin, ils seront 5 géants à prendre le départ de l'Arkea Ultimate Challenge à Brest le 7 janvier 2024. C'est la course autour du monde en solitaire sur les trimarans 32-23. Donc, il y aura Charles Caudrelier sur Maxi Edmond de Rothschild, Armel Lecléache sur Banque Populaire 11, Thomas Coville sur Sodebo Ultime 3, Tom Laperche, SVR Lazartigue et Anthony Marchand sur Actual Ultime 3. Alors, la Transat Jacques Vabre en double qui part en novembre sera une excellente mise en jambe avant de s'attaquer au Tour du Globe en solo à toute berzingue. Alors Olivia, la Transat Jacques Vabre Normandie Le Havre partira dimanche 29 octobre du Havre. Et cette année, ce sera une année exceptionnelle. D'abord, celle qu'on appelle aussi la route du café fête ses 30 ans. Donc il y aura certainement une belle fête à venir. Ensuite, les organisateurs annoncent plus de 100 duos, ce qui est un record. Et 100 duos, faut pas oublier, c'est 200 skippers. C'est complètement dingue. Et pour finir, ils affirment donc que la course... Et pour finir, ils affirment donc la course multiclasse encore plus, avec 4 classes, 4 parcours, 4 vainqueurs, et c'est la nouveauté, 4 départs. En effet, les ultimes partiront à 13h10 le dimanche 29 octobre, suivis 10 minutes plus tard par les Ocean 50, puis 10 minutes après les IMOCA, et encore 10 minutes après, on termine avec les classes 40. C'est la fin de ce 10e épisode saison 2. Merci de nous avoir suivis. On vous souhaite un très très bel été. On attend vos réactions, vos envies pour les prochains épisodes. Vous savez qu'on adore vos messages. Allez, salut Olivia et bonne journée à vous tous. Merci à tous et rendez-vous le 31 août pour la rentrée des Dessous de la Voile. Bonnes vacances, profitez bien et vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast. Partagez-le, parlez-en autour de vous et puis vous savez qu'on aime les messages, on en reçoit beaucoup d'ailleurs. Alors n'hésitez pas à nous en laisser sur Facebook, Instagram ou Twitter. À très vite, bye bye.